Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si c'est bon pour vous, si vous me voyez, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Merci de me mettre que c'est bon pour vous dans le chat. Alors, il y a un petit moment de... Ok, c'est bon pour vous. Bon, bah écoutez, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour animer ce webinaire pour Orion Santé. Je vous rappelle voilà, qu'Orion organise chaque mois un webinaire pour essayer voilà, de vous tenir au courant des nouveautés. Là, les derniers webinaires qu'on ait fait, c'était sur voilà, toutes les nouveautés dues au Covid. Là, bon, bah, celui-ci était prévu de longue date et on a décidé de revenir sur une problématique de nomenclature, hein, comme d'habitude, concernant le tarif de nuit, les jours fériés, les ICA, les déplacements et ainsi de suite. C'est important de remettre ça un petit peu en place parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore quelques soucis et surtout il y a des nouveautés concernant le déplacement avec les IFD et les IFI. Donc voilà, on est ensemble une demi-heure, comme d'habitude. Je remercie Emmanuel Nebois qui est avec moi, qui est le modérateur de ce webinaire et qui va nous permettre de mettre de côté vos questions, comme je vous le dis chaque fois, pour celles et ceux qui sont habitués. Je ne peux pas répondre aux questions au fur et à mesure. Quand on anime quelque chose en dématérialisé comme ça, c'est un peu compliqué de s'arrêter. Je perds un peu le fil de ma discussion. Donc, vous pourrez bien entendu poser vos questions au fur et à mesure en fonction de ce que je vous dis. Emmanuel me les mettra de côté et comme d'hab, je vais me garder un temps à la fin pour répondre au maximum à toutes vos questions. Voilà, donc le programme aujourd'hui, c'est de revenir sur ces différentes majorations. Donc, le programme va s'organiser de la façon suivante. On va d'abord voir les modifications qui sont apparues en janvier concernant les déplacements, les IFD, les IFI. Je vous en avais déjà parlé dans un autre webinaire, mais là, je vais revenir dessus. C'est important que vous compreniez un petit peu ces nouveautés au niveau des IFI. On reviendra ensuite sur le calcul des indemnités kilométriques. Alors, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est important qu'on revienne également dessus. On reviendra aussi sur les tarifs de nuit, comment les utiliser et sur la majoration de dimanche. Comme d'hab, hein, moi, dans les webinaires, j'essaye au maximum de vous reprendre les textes. On n'invente rien. Tout ce que je vais vous dire, eh bien, ça sort des textes. Je n'en suis pas cause. Personne n'en est cause. Et je vais simplement essayer de vous donner les armes pour essayer de faire les choses au mieux possible, même si parfois, ben, c'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va commencer par les IFD et les IFI avec un texte qui est sorti en janvier 2021 et qui a un petit peu réécrit dans les dispositions générales les indemnités forfaitaires de déplacement. Ce texte, je vous l'ai mis en annexe, comme d'hab, hein, le support que je vous projette, vous l'avez en téléchargement dès la fin de ce webinaire. Donc, il n'y a aucun souci. Et à la fin de ma présentation, je vous ai mis ce texte en pièce jointe. Comme ça, vous pourrez voir effectivement comment c'est écrit et précisément comment c'est écrit. Alors, première modification par rapport aux IFD, eh bien, il y avait un manque dans la nomenclature, c'est qu'à aucun moment il n'était noté que l'IFD ne se prenait qu'une fois par domicile. Je sais que la quasi-totalité d'entre nous, c'était logique pour nous. Lorsqu'on allait dans une maison voir monsieur et madame au cours de la même séance, nous prenions qu'un IFD. Eh bien, c'était marqué nulle part. C'était marqué nulle part. Donc, du coup, ça a été rajouté dans la nomenclature, dans le texte officiel de l'IFD. Il a été rajouté, si au sein du même domicile, l'infirmier intervient au cours du même passage sur un ou plusieurs patients ayant des soins relevant d'une prise en charge, des dispositions générales, et ben cette aide ne s'applique qu'une seule fois. Ça paraît logique, mais avant, ça n'était pas noté. Aujourd'hui, c'est noté noir sur blanc. Donc, si toutefois, il y en a qui ne savaient pas trop ou qui avaient entendu dire qu'effectivement, c'était noté nulle part et qui étaient susceptibles de prendre 2 déplacements lorsqu'ils allaient au même domicile, eh bien maintenant, ce n'est plus possible puisque ça a été noté noir sur blanc au niveau de la nomenclature. Donc, voilà la première
chose qui a été notée dans ces dispositions générales. Et enfin, la modification importante, c'est concernant les IFI. Alors, je vais essayer d'être clair, hein, c'est un petit peu compliqué. Vous savez que les IFI sont vos déplacements dans le cadre de la dépendance. L'IFI, c'est l'IFD dans le cadre de la dépendance. Lorsque vos patients sont éligibles au BSI, vous allez remplir le BSI sur Amélie Pro. À la fin, dans le volet facturation, vous obtenez un forfait BSA, BSB ou BSC en fonction de ce que vous avez rempli. Ensuite, c'est vous qui prescrivez votre plan de soins. Le plan de soins, vous répondez à 2 questions. Nombre de passages par jour, nombre de jours par semaine. Si vous répondez nombre de passages par jour, 2, nombre de jours par semaine, 7, la Sécu vous remboursera 2 IFI par jour, 7 jours sur 7. La problématique qui s'est posée, c'est que avant, chez ces patients dépendants, lorsque nous étions sur des AIS 3, eh bien, les majorations éventuelles étaient collées aux AIS 3. Donc, si on avait un patient avec un AIS 3 matin, un AIS 3 soir, on pouvait tout à fait se prendre une majoration de dimanche, par exemple, le matin et le soir. La problématique du passage au BSI, c'est que les majorations maintenant ne sont plus collées au forfait, puisque le forfait, on ne le touche qu'une fois par jour, mais elles sont collées aux IFI. Or, admettons que vous alliez dans une maison et que vous vous occupiez de monsieur et madame. Dans le cadre de cette dépendance, tous les deux sont en BSB, admettons, avec 2 IFI chacun par jour. Bien, vous pouvez percevoir un forfait pour chacun, bien entendu, mais vous ne prenez que l'IFI pour un des deux, puisque l'IFI, c'est l'IFD de la dépendance. Donc, étant donné qu'on a 2 patients dans la même maison, vous ne prenez qu'un IFI. Or, comme ces majorations sont accolées aux IFI, ben vous perdiez la majoration de dimanche pour l'un des deux, ce qui est très dommageable. Il en est de même pour la MCI. Admettons que vos 2 patients soient en soins palliatifs. Avant, vous les aviez en AIS 3 chacun. Vous cotiez un AIS 3 plus MCI pour monsieur, un AIS 3 plus MCI pour madame. Depuis qu'ils sont passés en BSI, vous cotez des IFI, vous ne pouviez que compter un IFI pour monsieur, par exemple. Donc, la MCI n'était collée qu'à l'IFI de monsieur. Vous ne pouviez pas prendre de MCI pour madame, ce qui était quand même très embêtant. Donc, la Caisse a décidé de créer un IFI de valeur nulle ou quasi nulle. Nul, ça ne passerait pas. Donc, ils ont créé un IFI de coefficient 0,01. Donc, c'est la valeur du déplacement, donc 2,50 € multiplié par 0,01. Je crois que ça fait quelques centimes d'euros. Ce qui veut dire que lorsque vous irez chez monsieur et madame, tous les deux pris dans le cadre d'un BSI, eh bien, pour l'un des deux, vous coterez un IFI coefficient 1, donc 2,50 €, auquel vous pourrez ajouter les majorations éventuelles. Et pour madame, vous coterez un IFI de coefficient 0,01, donc de valeur quasi nulle, mais cet IFI vous permettra de cumuler vos majorations éventuelles, dimanche, férié et MCI éventuellement. Donc voilà, c'est vraiment la nouveauté. Donc vos logiciels de facturation ont dû être mis à jour. Il doit y avoir aujourd'hui la possibilité, lorsque vous cotez un IFI, de rajouter un coefficient, soit un coefficient 1 pour un patient seul. Si vous allez, la plupart du temps, vous allez dans une maison uniquement pour un patient, donc vous utilisez l'IFI normal à 2,50. Ce n'est que dans le cadre où vous ayez plusieurs patients sous un même toit qui soit dans le cadre de la dépendance que vous utilisez cet IFI au coefficient 0,01. OK? Alors, je vois passer les questions, même si j'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous êtes dans une maison où vous avez, admettons, un patient en BSI et un patient en AIS, eh bien, vous ne compterez que l'IFI pour la dépendance, puisque l'AIS, lui, permet de prendre la majoration. Donc, vous ne mettrez pas AIS 3 plus IFD, vous mettrez juste AIS 3 pour l'un, et l'autre, vous prendrez l'IFI, coefficient 1. Ce n'est que dans le cadre où vous ayez 2 IFI. La Caisse a peur qu'on s'enrichisse, vous comprenez bien. Donc, on ne peut pas coter 2 IFI complets sur une même maison, raison pour laquelle ils ont coté 7 IFI à 0,01. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est un peu complexe, mais je reviendrai dessus. Il y a certainement des questions dessus, donc je reviendrai bien entendu à la fin, comme je vous l'ai promis, et je répondrai à vos questions. Je vous ai mis quelques exemples
hein, qui vont vous aider peut-être à vous projeter. Si on a deux patients dans le même foyer hors cadre de la dépendance, c'est un seul IFD. C'est logique. Deux patients dans le même foyer dans le cadre de la dépendance, vous coterez un IFI coefficient 1 et un IFI coefficient 0,01. Si vous avez deux patients dans un même foyer, un dans le cadre de la dépendance et un hors cadre de la dépendance, vous prendrez l'IFI coefficient 1, mais vous ne prendrez pas de l'IFD. Il faut toujours réfléchir quand vous allez dans une même maison, vous avez plusieurs patients, la meilleure façon de ne coter qu'un seul déplaçant, mais qui vous permette quand même d'accoler les majorations éventuelles. Voilà pour ce qui était des IFI. Je reviens un petit peu pour les indemnités kilométriques. Vous savez que dès lors que vous dépassez la notion d'agglomération, vous avez le droit de vous prendre des kilomètres. Attention, je vous rappelle la règle, la caisse rembourse toujours les kilomètres par rapport au professionnel de santé équivalent le plus proche. En ce moment, les mesures dérogatoires de la prise en charge du Covid ont fait sauter cette obligation. Donc, en ce moment, et de manière uniquement dérogatoire, la caisse rembourse les kilomètres quoi qu'il arrive, même s'il y a un professionnel de santé plus proche. Mais c'est dérogatoire. C'est dérogatoire, c'est encore valable aujourd'hui, ça ne sera peut-être plus valable demain. C'est pour ça que j'en fais pas une règle générale parce que c'est dérogatoire. Alors, je vous ai fait une dia pour vous expliquer un petit peu ce calcul. J'espère que je vais vous expliquer cette dia parce que voilà, elle était un petit peu pas très claire. J'ai pris un exemple d'un patient qui est situé dans une ville, ici, en orange. En dessous, j'ai une infirmière libérale, 1, on va l'appeler, qui est située à 10 km de ce patient. Une infirmière libérale 2, qui est à 5 km de ce patient. Et enfin, une infirmière libérale 3, qui est située dans la même agglomération que ce patient. Le premier cas, seul l'IDEL numéro 1 est installé. 2 et 3 n'existent pas. 2 et 3 n'existent pas. Dans ce cas-là, le mode de calcul est le suivant. Si vous êtes en pleine, vous coterez pour ce patient à chaque déplacement un IFD plus 10 moins 2 aller plus 10 moins 2 retour IK, ce qui nous fera un total de 16 IK que vous multiplierez par 0,35 € la valeur de l'IK en pleine. Si vous êtes en montagne, ce sera 10 moins 1 plus 10 moins 1, soit 18 IK que vous multiplierez par 0,50 la valeur de l'IK en montagne. Ça, c'est la règle, c'est-à-dire que lorsque vous avez la possibilité de vous prendre des IK, vous prenez le nombre de kilomètres auquel vous retirez 2 à l'aller et pareil au retour lorsque vous êtes en plaine et 1 lorsque vous êtes en montagne. Là, on était dans le cas où seule l'infirmière 1 était installée. Le deuxième cas, l'IDEL 2 vient de s'installer. Cette dernière est située à 5 km du patient, donc plus proche que vous. Donc, à partir du jour où l'IDEL 2 sera installé, la caisse remboursera 5 moins 2 plus 5 moins 2 IK en pleine et 5 moins 1 plus 5 moins 1 IK en montagne. Ça, c'est ce que rembourse la caisse. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit, vous, IDEL 1, que vous n'avez plus le droit de le prendre en charge, ce patient. Ça veut simplement dire que la caisse n'acceptera de rembourser que sur cette base-là. Et enfin, troisième cas, l'IDEL 3 vient de s'installer. On l'aime pas bien, cet IDEL 3. Elle vient de s'installer dans la même agglo du patient. Eh bien, au jour où elle s'installe, la caisse ne remboursera plus d'IK. Elle remboursera juste l'IFD. Donc, même si c'est toujours l'infirmière 1 qui vient chez ce patient, eh bien, elle devra se contenter de facturer à l'assurance maladie l'IFD. Je vous ai mis en rouge parce que c'est important ça. Les sommes non perçues par l'assurance maladie, vous pouvez les réclamer au patient. Si vous dites à votre patient, bah, écoutez, je ne vais plus pouvoir vous prendre en charge parce qu'il y a des infirmières plus proches, donc du coup, je ne peux plus facturer, que le patient dit, si, je veux que ce soit vous, je veux que ce soit, eh bien, vous pouvez tout à fait lui faire payer la différence. Alors, on est hors du cadre conventionnel, donc pas forcément la différence à 100%, mais peut-être une somme pour qu'il se rende compte que il faut quand même que vous veniez. Je ne sais pas, mais le gasoil, ça tombe pas du ciel. Hein. Vous allez faire le plein de votre voiture comme tout le monde, et Dieu sait que ça augmente régulièrement en ce moment. Donc, je ne vois pas pourquoi vous en feriez cadeau. Donc, un patient qui vous dirait, bah, moi, je veux que vous continuiez à venir, il faut qu'il prenne conscience que ça vous coûte de l'argent, puisque la caisse ne remboursera plus. Donc,
Rien ne l'empêche de mettre la main à la pâte parce qu'il veut que ce soit vous qui continuiez. Donc voilà ce schéma. C'est un schéma simple, mais c'est un schéma qui remet bien les choses en place parce que ce sont ces règles-là qui s'appliquent, quels qu'ils soient. Je vous rappelle à ce propos-là, mais je sais que ça concerne très peu d'infirmières, mais malheureusement, certaines sont quand même concernées. L'avenant 6 a mis en place le plafonnement des ICA. Je rappelle que jusqu'à 299 km cumulés par jour, il n'y a aucun changement. Entre 300 et 399 km cumulés par jour, il y a un abattement de 50%. Et au-delà de 400 km facturés par jour, il y a un abattement de 100%. Alors je sais, c'est dégueulasse pour les infirmières qui sont dans des coins très reculés, qui font ce nombre de kilomètres-là. Puis les pauvres, elles font déjà pas beaucoup de soins parce qu'elles sont beaucoup dans leur voiture et en plus elles se prennent ce plafonnement qui est totalement illogique, mais bon, qui a été signé dans le cadre de l'avenant 6, donc il est en place. Après, je sais que ça concerne très peu d'infirmières. Donc voilà pour les ICA. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et je reviendrai à la fin si vous avez des questions. J'en vois quelques-unes. J'y répondrai à la fin. Le tarif de nuit. Le tarif de nuit, c'est important aussi. Alors, je vous rappelle que les tarifs de nuit, c'est décrit dans l'article 14 des dispositions générales. Comment dire, les obligations, pour pouvoir se prendre un tarif de nuit, il faut que votre ordonnance soit horodatée. Horodatée. C'est-à-dire qu'il y ait l'horaire dessus. Il est même très conseillé d'être en capacité de prouver la justification médicale. J'attire votre attention sur quelque chose, parce que la Sécu fait pas mal de contrôles en ce sens-là, alors, un peu moins ces derniers temps, parce qu'ils ont autre chose à faire, mais j'ai peur que ça revienne. Un médecin, je sais, il nous arrive de demander au médecin de marquer des choses pour nous arranger, tout ça. Je vous le déconseille très fortement, parce que la caisse a tendance à appeler les médecins en disant, voilà, pour tel patient, vous avez noté pour les insulines 7h, 21h. Pourquoi? Ah ben, je sais pas, c'est l'infirmière qui m'a demandé. Alors là, c'est pas cool. Donc, dans l'absolu, on doit être en capacité de prouver l'intérêt médical. Il peut exister cet intérêt médical. Ce n'est pas après à la caisse de dire oui ou non. Un patient diabétique que vous avez a été hospitalisé pour faire un bilan de son diabète. Il a été étudié son bilan glycémique, son schéma glycémique. Et ce schéma a prouvé qu'une injection à 7 heures était beaucoup plus efficace qu'une injection à 8 heures. Le médecin vous a prescrit 7 heures, ce n'est pas ni à vous ni à la caisse de juger. Si le médecin a décidé que c'était comme ça parce qu'il y avait une obligation médicale derrière, c'est tout à fait recevable. Il faut bien entendu que l'horaire de nuit ne soit pas consécutif à une exigence du patient ou à une obligation de vous-même. Je sais, on fait énormément de soins avant 8 heures, pas mal après 20 heures. Ce n'est pas forcément prescrit, c'est simplement notre organisation qui fait ça. Ce n'est pas à la caisse d'assurance maladie de payer ces choses-là. Donc, dans le cadre d'un tarif de nuit consécutif à une exigence du patient, un patient qui vous dit, moi, une retraitée qui dit, moi, l'INR, et je le veux à 6 heures absolument, parce que c'est une exigence de sa part. Rien n'oblige de faire un INR à 6 heures. Donc, le tarif de nuit ne sera pas facturable à l'assurance maladie, mais rien ne vous empêche, encore une fois, de prélever cette somme auprès du patient dans le cadre de ce qu'on appelle un dépassement pour exigence. Sur vos TLA ou sur vos feuilles de soins, il y a une case qui s'appelle DE, dépassement pour exigence, où là, vous pouvez tout à fait rajouter la somme que vous avez perçue vous-même sans qu'elle soit remboursable, uniquement pour expliquer au patient que les exigences, ça se paye. Ça se paye. Donc voilà, pour les tarifs de nuit, j'insiste vraiment là-dessus. C'est très, très important de rester dans ce cadre-là. Je vais essayer de casser la figure à un paquet d'idées reçues. Le tarif de nuit ne s'applique pas avec les séances de soins infirmiers. Rien n'est noté. Alors, quand je parle de séances de soins infirmiers, je parle d'AIS 3 ou de BSI, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait une exigence médicale. Vous avez un patient chez qui vous passez faire une séance de soins infirmiers dans le cadre de votre rôle propre tous les matins à 9 heures. Ce patient devient insuffisant rénal et il est pris en dialyse 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. L'ambulance vient le chercher à 7 heures. Et il revient qu'en début d'après-midi. Vous êtes bien obligé de faire les soins avant 7 heures. Il y a une justification médicale, vous pouvez tout à fait percevoir un tarif de nuit. Il n'y a rien de noté dans la nomenclature interdisant formellement de prendre un tarif de nuit avec les séances de soins infirmiers.
Quand je vous dis que ce n'est pas interdit, je ne vous dis pas qu'il faut le faire à chaque fois. Je vous vous dis pas qu'il faut prendre une nuit dès lors que vous faites un AIS3 avant 8 heures. S'il y a une justification médicale, il y a tout à fait possibilité. J'ai entendu aussi le tarif de nuit ne s'applique pas pour les patients diabétiques. Faux. Faux. Alors effectivement, la caisse, c'est un peu pour ça que j'attire votre attention. La caisse fait très attention maintenant parce que il y a 20 ans, beaucoup de cabinets, énormément de cabinets prenaient 1 à 2 tarifs de nuit par jour pour leurs patients diabétiques. Ça a coûté une fortune. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à cheval là-dessus. Donc faites attention, mais si c'est horodaté et qu'il y a une justification médicale, il n'y a rien qui s'y oppose. Autre idée reçue, le tarif de nuit s'applique dès lors qu'on a 3 insulines par jour. Donc, par jour d'ailleurs, pas par jour. Excusez-moi pour la faute de frappe. Non, c'est noté nulle part. C'est pas parce qu'on a 3 insulines par jour. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous avez une prescription marquée insuline rapide 3 fois par jour, matin, midi et soir, ça ne suffit pas pour se prendre un tarif de nuit. Par contre, si vous avez une prescription 7h, 12h, 21h, 7h et 21h, vous prenez un tarif de nuit, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Vous avez un antibio 3 fois par jour, 6, 14, 22. 6 et 22, vous prenez un tarif de nuit. Vous avez une prescription pour un déclenchement de FIV à 1h du matin, vous prenez un tarif de nuit à 18h30. Hein. Dès lors que c'est horodaté, il n'y a pas de souci. Autre idée reçue, dès lors que j'ai une prescription qui mentionne à 12 heures d'intervalle, par exemple pour un antico, je peux me prendre un tarif de nuit. Non, non, non. Il y a énormément de jurisprudence où le tribunal a dit, étant donné par exemple pour un antico à 2 fois par jour, à 12 heures d'intervalle, on a 1 heure de battement. Donc, la jurisprudence a dit qu'on pouvait tout à fait le faire à 8h01 et à 19h59. Je sais, c'est abusé, mais c'est comme ça. Autre idée reçue, le tarif de nuit s'applique dès lors que la prescription mentionne anticoagulant 2 fois par jour. Non, c'est faux. Si vous avez antico 7h, 19h, oui. Si vous avez antico 2 fois par jour ou à 12 heures d'intervalle, non. OK? C'est bon pour vous? Je continue. Pour le dimanche, alors le dimanche, je vous demande un petit peu votre attention, c'est un petit peu compliqué pour le dimanche. Ça fait des années qu'on vous dit il faut que ce soit prescrit dimanche et jour férié inclus. Ben, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut simplement aller relire les dispositions générales concernant le dimanche. Et en fait, la seule phrase que l'on retrouve dans les dispositions générales, c'est la phrase que je vous ai mise. Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution rigoureusement quotidienne. Ça, c'est du français. Ça a un sens. Ça veut dire que pour se prendre une majoration de dimanche, il faut qu'il y ait cette phrase sur la prescription et surtout que ce soit rigoureusement quotidien. Un patient sous insuline, il n'y a pas de souci. Le médecin vous le marquera sans problème que c'est rigoureusement quotidien parce que c'est le cas. C'est une obligation médicale. Par contre, vous avez une ordonnance post-opératoire de pansement tous les 2 jours stricts, dimanche et jour férié inclus. Eh bien, aux yeux de la nomenclature, vous ne pouvez pas percevoir de dimanche parce que ce n'est pas strictement quotidien. Alors, quand un médecin vous prescrit tous les 2 jours stricts, vous allez chez votre patient le vendredi, eh bien, vous lui expliquez que si vous venez le dimanche, eh bien, il faudra qu'il paye la majoration de dimanche. Sinon, vous y allez le lundi. Voilà, je sais, c'est pas rigolo, mais c'est écrit comme ça. Donc, si la Sécu veut vous embêter par rapport à ça, une prescription pansement tous les 2 jours stricts, dimanche et jour férié inclus, ça ne correspond pas à la définition de la perception de cette majoration de dimanche aux yeux de la nomenclature. Donc, c'est opposable. Donc voilà, faites attention à ça. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que, alors c'est pas une nouveauté, ça n'a pas changé. C'est simplement que on n'avait pas pris le temps de bien lire les textes et certaines caisses de Sécu, notamment celle de l'Hérault, a retrouvé ce texte et s'est bien chargé d'envoyer à tous les professionnels de santé une petite lettre leur rappelant cette notion d'une nécessité impérieuse d'une exécution rigoureusement quotidienne. Donc voilà pour les dimanches. Voilà, moi j'ai vu ce que je voulais, il est -5, nickel, je suis dans les temps. Je vous rappelle les formations nomenclature, profitez-en, c'est pris en charge par le FIFPL. Il y a du distanciel avec le e-learning et les classes virtuelles et le présentiel 14 heures partout en France. Voilà, la nomenclature, c'est quelque chose d'important. Bon, vous savez à quel point je crois en la formation, mais je crois que la formation nomenclature, c'est une obligation. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver encore.
Là. C'est fini maintenant les nouveautés tous les 5 ans. Les nouveautés vont arriver au fil de l'eau. Il y a des nouveautés là qui vont arriver incessamment sous peu, assez importantes. Donc, je pense que la formation nomenclature, faut se la faire tous les 2-3 ans minimum. C'est vraiment important. J'insiste là-dessus. C'est vraiment ce qui vous permet de mieux coter. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions qu'on a dû me mettre de côté. Il y en a pas mal. Bonjour, un nouveau cabinet a ouvert à 8 km de notre cabinet, donc je ne peux plus demander plus que les 2,50. Ce n'est pas la distance à laquelle est le cabinet, mais si le cabinet s'est installé à proximité d'un patient ou avant vous comptiez 8 km, oui, à partir du jour où ce cabinet est installé, vous ne pouvez plus que vous comptez l'IFD. Comment savoir si on est en plaine ou en montagne? C'est sur le site de la caisse. C'est pas nous qui le décidons, c'est la caisse. C'est au niveau de la caisse. Vous rentrez votre code postal et ça vous dira si vous êtes en zone de montagne ou en zone de plaine. C'est pas très logique, hein. Moi, à une époque, j'étais en Auvergne, j'étais à 500-600 mètres d'altitude et j'étais en montagne pourtant. Peut-on encore coter un déplacement s'il n'est pas noté sur l'ordonnance? Alors non, tout déplacement doit être prescrit. Pardon. Mais on est en période dérogatoire du fait de la crise du Covid et effectivement, ça fait partie des mesures dérogatoires qui sont toujours en cours. Vous avez la possibilité de vous rendre chez un patient, de percevoir l'IFD alors que la notion de domicile n'est pas prescrite. Mais c'est une mesure dérogatoire, donc qui est valable tant qu'elle est en cours, quoi. Si demain, c'est plus le cas, ça sera plus le cas. Mais effectivement, en ce moment, c'est une mesure dérogatoire. Vous pouvez vous rendre chez un patient alors que le domicile n'est pas prescrit et percevoir par l'assurance maladie un déplacement. Si c'est dans un foyer logement avec plusieurs patients, alors, je ne peux pas être aussi précis que ça parce que c'est très complexe. Je vais vous donner les grandes règles. Grosso modo, si c'est une EHPAD, une maison de retraite où les gens ont des chambres et tout ça, c'est considéré comme un foyer, donc c'est la même adresse. Par contre, si c'est un foyer logement où les gens ont leur appartement, ont leur adresse, c'est leur adresse principale, ils peuvent même percevoir parfois des aides au logement et tout ça, c'est considéré comme un immeuble. Donc, vous pouvez tout à fait prendre un déplacement à chacun. Mais c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille dans ces cas-là de demander au médecin conseil de l'assurance maladie parce que ça peut coûter très cher, c'est un petit peu embêtant. Mais grosso modo, gardez ça à l'esprit. Tout ce qui est maison de retraite, j'ai envie de dire à l'ancienne, hein, vous savez, où ils avaient simplement leur chambre et c'était un lieu de vie partagé. Là, donc, c'est considéré comme une seule maison. Par contre, si c'est des foyers logements où les gens ont leurs appartements, où ils sont autonomes, c'est comme s'ils habitaient dans un immeuble. À ce compte-là, oui, on peut. Mais voilà, c'est un petit peu complexe et je ne voudrais pas vous envoyer dans le mur, ça peut coûter très cher. Donc, voilà, mieux vaut demander à l'assurance maladie. Quand on vaccine au cabinet le samedi matin avec les médecins, peut-on coter la majoration? On cote la majoration. Alors ça, ce sont des mesures dérogatoires, donc ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je vous dis, mais si vous voulez retrouver la facturation pour la vaccination, c'est une info qui est sur amélie.fr, mais je ne crois pas que le samedi, je crois que c'est un petit peu plus cher à partir du samedi après-midi, me semble-t-il, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vous invite à aller sur le site Amélie, c'est une info qui date du mois de mars concernant la rémunération dans le cadre de la vaccination. Dans le cas d'un patient pour qui on fait encore une DSI, moins de 90 ans, doit-on facturer des IFD ou des IFI? Des IFD. L'IFI ne concerne que le BSI. Autant les AMX s'utilisent autant avec le BSI qu'avec les AIS3, autant l'IFI, ça ne concerne que le BSI. Les patients que vous avez en AIS3, vous continuez les IFD. Et si monsieur est en BSI et madame en AIS3. Eh bien, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Dans ce cas-là, vous ne pouvez prendre qu'un déplacement. Donc, vous allez prendre le déplacement qui va vous permettre de prendre les majorations. Donc, vous allez coter un BSI, enfin, son BSA, par exemple, plus l'IFI à 2,50 qui vous permettra de prendre les majorations. L'AIS3, par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre d'IFD. Enfin, vous ne pouvez pas prendre d'IFD et l'AIS3 permet de coller la majoration. Donc, dans le cas précis, Céline, on compte un IFI pour le BSI et on ne compte pas d'IFD pour l'AIS. OK. Et si 2 BSI par jour, on code 2 fois les majorations de dimanche. Comme tous les soins,
comme tous les soins, un patient chez qui vous alliez en AIS3 matin, en AIS3 soir, vous preniez bien une prime de dimanche le matin, une prime de dimanche le soir. Dans le cadre du BSI, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de changement. On va pas perdre de l'argent quand même en passant à un nouveau système. Donc non, quand vous avez 2 passages par jour chez un patient, c'est 2 fois le dimanche. Si c'est 3, c'est 3. Si c'est 4, c'est 4. Hein. Il faut donc le rentrer sur notre logiciel Certify. Non, je pense qu'il a été rajouté dans les logiciels de facturation. Je pense que aujourd'hui, alors je ne connais pas tous les logiciels de facturation, mais certains ont déjà fait la mise à jour. Quand vous cochez un IFI, ça va vous demander si vous le voulez à coefficient 1 ou à coefficient 0,01. Mais voilà, il faut s'en assurer. C'est à nous de savoir qui et où l'infirmier vienne de s'installer. Et oui, on est une profession réglementée, donc on est censé savoir quel est le professionnel de santé le plus proche du patient. Oui, tout à fait. Comment connaître la cartographie des IDEL aux alentours mis à jour pour le calcul des ICA? Sur Amélie. Amélie, il y a l'annuaire complet des professionnels de santé, puisque tous les infirmiers libéraux sont inscrits, conventionnés, sont inscrits sur Amélie. Donc, il y a un annuaire des professionnels de santé. On est d'accord. Élodie, on est d'accord, je ne sais pas encore. On est d'accord qu'en ce moment, on a une dérogation de la CPAM Covid, donc on peut compter nos kilomètres. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, Élodie. Effectivement, la règle du professionnel de santé le plus proche a sauté pendant cette crise du Covid jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas. Si le patient est à 5 km du cabinet, dans le cas seul du NIDEL, ça fait 10 km aller-retour. Donc, 5 moins 2 plus 5 moins 2 égale 6. Pourquoi calculez-vous 10 moins 2 plus 10 moins 2? Si le patient est à 5 km du cabinet, c'est 5 allées moins 2 plus 5 retours moins 2. C'est le nombre de kilomètres allés moins 2, nombre de kilomètres retour moins 2. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. J'espère que c'est plus clair. C'est aller et retour. Certains cabinets ont leur adresse pro à leur domicile, mais exercent loin de chez eux. Comment faire? Ben, ça, c'est compliqué. Normalement, c'est interdit hein, de faire ça. Donc, alors, j'aime pas hein, dénoncer, mais si ça a une répercussion énorme sur vos kilomètres, ben, faut voir avec la caisse parce que la seule possibilité dans ce cadre-là serait qu'ils aient déclaré un cabinet secondaire parce qu'on ne peut pas avoir 2 adresses professionnelles et prendre celle qui nous intéresse. Donc, c'est soit on a une adresse professionnelle, ça peut être notre domicile par contre. Hein. S'il y a un cabinet, ça peut être notre domicile, mais on ne peut pas avoir 2 adresses professionnelles et prendre celle qui nous intéresse si on n'a pas fait une déclaration de cabinet secondaire. Et si ce n'est pas le même département, on compte quand même IDEL la plus près. Croyez-vous que la Sécu surveille tout ça? En plus, je déclare 56 000 km. Oui, la Sécu contrôle tout de toute façon. Donc, après, ce n'est pas une histoire de département, c'est une histoire de proximité du professionnel de santé le plus proche, en tout cas. Donc, effectivement, il y a plein de gens qui ont leur cabinet en frontière d'un département, même d'une région. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment la distance, même si vous faites 20 bornes pour aller chez un patient, vous êtes le plus proche, vous traversez 3 départements, ça peut arriver, ça ne change rien. Vous pouvez tout à fait vous compter vos kilomètres. Hein. Si le médecin note sous-cut avec 12 heures d'intervalle, on peut demander tarif de nuit. Non, j'ai répondu tout à l'heure, non. La notion à 12 heures d'intervalle ou 2 fois par jour ne suffit pas pour se prendre le tarif de nuit. Je travaille en SIAD, on s'occupe de la facturation des soins IDEL de nos usagers. Nous avons un secteur rural, une patiente habite à 10 km du cabinet infirmier. C'est un lieu qui appartient à la même agglomération que le cabinet. Peut-on nous demander des frais kilométriques? Je dirais non. Ai-je raison? C'est compliqué pour les IDEL de leur faire comprendre. Merci beaucoup. Oui, bon, des fois, c'est un petit peu compliqué. Quand ils travaillent avec un SIAD, ils sont hors convention. Donc, normalement, elles doivent respecter la convention, mais c'est une histoire de deal. Donc, les règles que je viens de donner sont les mêmes dans ce cas-là. À vous de voir si, effectivement, vous êtes dans un SIAD. Donc, un SIAD, c'est hors convention. Vous pouvez tout à fait décider de leur payer quand même le kilomètre. Ce serait gentil de votre part. Mais voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde, normalement. Hein. Pour une toilette à 6h30 pour cause de séance de chimio de bonne heure, faut-il une ordonnance pour justifier? Peut-on coter tarif de nuit? Alors, oui, il serait préférable d'avoir une ordonnance pour le tarif de nuit. Et en tout état de cause, Violaine, moi, je vous conseille d'avoir des justificatifs en cas de contrôle. J'attire votre attention là-dessus dès lors que vous savez qu'il y a une cotation qui risque de déclencher un contrôle. Gardez des justificatifs. Vous n'envoyez rien, mais vous les gardez dans votre ordi. Vous savez, quand on a un contrôle 3 ans après,
C'est compliqué de se rappeler, hein. Donc là, pour votre patient, ben, je ne sais pas, mais vous récupérez un bulletin de situation quand il va en chimio, par exemple, comme quoi il est pris en charge à 7 heures et qu'il ressort à 14 heures. Vous le gardez dans votre ordi, comme ça, en cas de contrôle de la Sécu. Vous ressortez votre justificatif. S'il part en transport, en VSL ou en ambulance, vous récupérez, vous faites une photocopie ou une photo d'un bon de transport, comme quoi ils l'ont bien pris en charge à cette heure-ci, pour prouver qu'il y avait bien une obligation à réaliser les soins à cette heure-ci. Gardez des justificatifs, hein. Bonjour, une justification pour des horaires de travail du patient est-elle envisageable? Alors, si c'est prescrit, si l'ordonnance est horodatée, que le médecin a décidé que du fait du travail du patient, il prescrivait l'horaire, vous prenez le tarif de nuit. Si vous n'avez pas cette prescription et que c'est simplement par rapport au travail, ça ne justifie pas forcément le remboursement de la nuit pour ce patient-là. C'est pas une justification médicale. Je sais, c'est dégueulasse, hein, parce que le patient travaille, mais c'est pas une explication médicale, en fait, hein. Mais bon, si le médecin a jugé que du fait de ses horaires de travail, il fallait que vous y passiez à 6h30 ou 7h et qu'il vous l'a prescrit, bien entendu que vous pouvez vous le compter. Si ce n'est pas prescrit, vous ne pouvez pas le facturer à l'assurance maladie. Pour les BSI ou AIS, on ne peut pas coter de majoration de dimanche. Ah si, j'ai dit que c'était une idée reçue qui était fausse. S'il y a une justification médicale derrière, on peut tout à fait. Si appelle le samedi, cotation de dimanche, oui, uniquement pour les appels à partir du samedi 8h. Et en s'assurant que ce soit bien une urgence. Le samedi 8h15, la mamie vous appelle en disant ah, je viens de retrouver une ordo d'INR qui date de 6 mois, j'aimerais bien que vous veniez aujourd'hui. Non, ce n'est pas une urgence qui mérite un remboursement par l'assurance maladie. Vous pouvez lui prendre, hein, si vous voulez, mais c'est elle qui paye. Par contre, la patiente qui vous appelle le samedi à 8h10 en disant je sors de chez le médecin, il m'a mis une cure d'antibiotiques à attaquer tout de suite, oui, bien entendu, c'est une urgence. Et le samedi, là, vous prenez un tarif de dimanche pour les passages de ce samedi-là. Si test antigénique fait le dimanche, peut-on facturer la majoration? C'est pareil, ça fait partie des mesures dérogatoires. Quand c'est un test pur, non. Mais quand c'est dans le cadre d'une VDSI, d'une visite domiciliaire et que vous décidez de tester le reste du domicile, oui, je crois que c'est possible. Mais pareil, allez vérifier dans les mesures dérogatoires qui sont sur Amélie parce qu'il y en a tellement. Je ne veux absolument pas vous raconter de bêtises, mais je crois que c'est uniquement dans le cas de la visite domiciliaire où vous allez visiter un patient qui est Covid+, et que vous décidez vous-même de tester le reste du foyer. Si c'est un dimanche, vous pouvez. Par contre, dans le cadre des tests classiques sur appel, vous ne pouvez pas. Webinaire sur vaccination Covid est prévu. Oui, Françoise, je pense. Il faut que j'en discute avec la direction d'Orion, mais les textes sont sortis ce matin, hein, donc inutile de vous dire que c'est un petit peu chaud. Mais je vais voir avec eux dès la fin de celui-ci pour qu'on cale une date assez rapide et puis que je pense qu'on puisse vous faire quelque chose concernant le droit de vaccination des IDEL qui est paru ce matin au journal officiel. Pour les soins débutants un samedi, quand peut-on justifier la notion d'urgence? Je viens d'en parler, il faut que l'ordonnance soit datée du jour même et que vous estimiez, vous, que c'est une réelle urgence, quoi. Donc, si j'ai bien compris, une ordonnance où c'est noté pansement tous les 2 jours, dimanche et jour férié compris, on ne peut pas facturer. Alexandra, vous avez tout à fait compris. Le plafonnement des ICA concerne-t-il les structures? Ça concerne tout ce qui est facturation à l'assurance maladie, donc oui. Le samedi après 8h, on peut compter un tarif de nuit apparemment quand le soin est nouveau. Voilà, donc ça, j'ai déjà répondu. Ok, merci Philippe. Voilà, il y a beaucoup de patients qui sont vus alternativement par 2 cabinets différents. Quid alors de l'IFI et du BSI? Alors faites attention, hein, le fait que 2 cabinets passent, c'est casse-gueule au possible parce que si vous voulez, c'est pas justifiable auprès de la caisse et surtout, la caisse s'en fout à partir du moment où ça ne lui coûte pas un centime de plus. Et c'est logique, hein. C'est logique. Je ne vois pas pourquoi la caisse paierait plein de déplacements parce qu'il y a 36 infirmières différentes qui viennent, hein. Donc, on est des professionnels de santé qui sommes en capacité de faire tous les soins. Donc, pourquoi plusieurs professionnels de santé passent, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, si la prise en charge de ce patient nécessite 2 passages par jour, la Sécu remboursera 2 déplacements. Si ces 2 passages sont réalisés par 2 cabinets différents et que ça génère des passages supplémentaires, la Sécu, si elle tombe dessus, elle va demander à un des 2 de rembourser, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Quelle est la différence entre commune et agglo? Alors ça, c'est le
gros problème de ça, je vous invite à aller sur le site de l'adresse pour aller voir la notion d'agglomération de l'INSEE, sur le site de l'INSEE, où là, vous aurez la notion d'agglo. C'est-à-dire que vous taperez votre code postal et vous aurez les limites de votre agglomération. Parce qu'effectivement, il y a des endroits, l'agglomération, c'est la communauté de communes. D'autres endroits, c'est panneaux d'entrée, panneaux sortie de la ville. Mais allez sur le site de l'INSEE. Il y a une cartographie totale de tous les territoires. Vous tapez votre code postal et vous aurez les limites de votre agglomération. Voilà, je suis facturière, merci. Moi, mon patient a un bilan à faire, c'est noté à faire au laboratoire, puis-je le faire quand même? Et puis, je facture au nom de déplacement. Alors, en ce moment-là, oui. Alors, c'est un peu compliqué votre question, Laetitia, parce que si c'est noté par un laboratoire, vous n'avez même pas le droit de vous faire payer l'acte. Je vous rappelle que tous les actes qu'on a à la nomenclature doivent être des actes prescrits. Donc, si c'est marqué au laboratoire, la caisse, elle est prête à payer une somme au laboratoire, pas à l'infirmière libérale. Donc, s'il y a une prescription notée NF au laboratoire, vous n'avez le droit de vous prendre ni l'acte, ni le déplacement, parce qu'il aurait fallu que ce soit marqué par infirmière à domicile. Faites attention, ça c'est un casse-gueule, hein, mais tous nos actes doivent être prescrits. Donc, une ordo où c'est marqué NF chimie iono, vous n'avez pas le droit de vous faire rembourser une prise de sang. Ce n'est pas noté. C'est un acte prescrit, même au niveau légal. Là, on parle de nomenclature, mais même au niveau légal, hein, le Code de santé publique, faire une prise de sang, c'est un acte prescrit dans l'article R4311-7 du Code de santé publique. Donc, si vous avez une ordo marquée NF chimie iono, vous n'avez pas le droit de le facturer à l'assurance maladie, et deux, vous êtes attaquable, ça s'appelle exercice illégal de la médecine, parce que c'est un acte qui doit être prescrit. Donc, faites très attention à ça. Si on a un appel à 20h pour un soin à commencer le samedi, on ne peut pas coter le samedi. Si, c'est à partir du samedi 8h. Donc, c'est à partir du samedi 8h. Oups, appel le vendredi soir, 20h. Après, c'est à vous de le justifier, mais souvent en formation de nomenclature, je dis pour une fois, ça se déroule 3 fois dans l'année. S'il faut que vous gardiez 15 papiers pour justifier ça, je suis le premier à dire qu'il faut tout facturer ce qu'on peut, mais après, il faut calculer le bénéfice-risque, hein. Donc, si l'ordo, elle est bien de la veille. Le problème, typiquement, pour les appels à partir de samedi 8h, c'est que souvent, on prend des gens en sortie d'hospice, sauf que l'ANEST a fait les ordos le mardi, donc elles sont datées du mardi. Donc, il faudrait qu'on soit en capacité de justifier que la personne est bien sortie vendredi soir à 21h. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Pensez bien à toutes ces choses-là, vous risquez d'être obligé de vous justifier, donc ça risque de poser problème. Voilà, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Je suis hyper à la bourre, vous m'avez mis hyper à la bourre. Mais bon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que ce webinaire vous aura bien aidé, qu'on aura bien remis les choses à leur place. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à vous former, vraiment, c'est important. Orion Santé se joint à moi pour vous remercier et on va vous tenir au courant très rapidement. Mais voilà, j'espère je pense qu'on va faire un webinaire très rapidement concernant la vaccination pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.